Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. Comment les colons ont voulu effacer l'islam de l'Afrique du Nord. Le 14 juin 1830, le débarquement des troupes françaises souhaitant entreprendre une colonisation sur le nord de l'Afrique débute. Le Maghreb est alors majoritairement de religion musulmane. Et si je parle de frontières, c'est que vous pensez sans nul doute que c'est la seule chose grave qu'ont fait les colons, à savoir diviser pour me régner. Mais détrompez-vous, car ce n'est rien du tout face à ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Voici comment les colons ont manipulé les peuples de façon infâme. Voici comment les colons ont voulu supprimer l'islam. Soyons honnêtes, la colonisation n'a jamais été qu'une histoire de territoire et de conquête. La colonisation a aussi eu pour moteur non négligeable l'idéologie religieuse et la volonté de christianiser les pays colonisés. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, pour mieux maîtriser les esprits, tout comme l'ont fait de nombreux esclavagistes dans les Antilles ou ailleurs. Mais aussi, et avant tout, pour supprimer les convictions présentes et la foi musulmane qui animaient le cœur des gens et rythmaient les sociétés tout entières. Alors, le premier moyen mis en place par les colons pour tenter de détruire l'islam fut de s'en prendre aux femmes, les mères de nos communautés, les diadèmes de nos demeures. Par quel moyen ? Eh bien, c'est assez simple. Des missionnaires catholiques ciblaient souvent les femmes et les enfants à travers des formations, des soins maternels ou des écoles féminines, parce que la conversion d'une mère ou d'un enfant modifiait totalement la dynamique familiale. Il faut aussi savoir que de nombreux Espagnols, Italiens et Maltais sont venus s'installer en Algérie, appelée par la France en raison d'un besoin de peupler de chrétiens cette terre musulmane. Pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière. Au XIXe siècle, l'Algérie tombe sous domination française. Très vite, un acteur discret mais déterminé apparaît, les missionnaires catholiques, appelés les Pères Blancs et les Mères Blanches, menés par le cardinal Lavigerie. Leur objectif ? Christianiser l'Algérie et effacer son identité arabo-musulmane. Pour y arriver, ils utilisent une arme redoutable. Tout d'abord, l'école. Les missionnaires savent qu'ils ne peuvent pas transformer les adultes. Alors, ils ciblent les enfants, orphelins, pauvres, vulnérables. La famine de 1867 et 1868 est pour eux une occasion en or. Ils recueillent des centaines d'enfants et en envoient plus de 550 en France. Ils refusent ensuite de les rendre à leur famille. Dans leurs écoles en Algérie, tout est stratégique. Les Pères Blancs et les Mères Blanches apprennent l'arabe, le kabyle, le chaoui, non pas pour respecter les Algériens, mais pour gagner leur confiance et mieux les influencer. Ils distribuent des bonbons, de l'argent, des jouets, des vêtements et organisent régulièrement des fêtes hebdomadaires. Tout est fait pour attirer les enfants puis les détacher progressivement de leur foi et de leur culture. Une fois à l'intérieur, les cours sont contrôlés. Lecture, écriture, mathématiques, mais surtout textes bibliques, histoires falsifiées et un arabe volontairement appauvri. L'objectif n'est pas d'élever intellectuellement, non, c'est de remodeler les esprits. Les missionnaires créent aussi des écoles professionnelles, officiellement pour aider les orphelins, mais en réalité pour former une main-d'œuvre chrétienne destinée à servir les colons, agriculteurs, charpentiers ou même cordonniers par exemple. Les filles, elles, sont formées à devenir de bonnes ménagères chrétiennes pour bâtir de futures familles converties. Mais un effet inattendu apparaît. Certains Algériens, éduqués dans ces écoles, finissent par comprendre les intentions coloniales cachées derrière le discours de civilisation. Ils voient la contradiction entre les sermons sur l'égalité et la réalité du mépris colonial. C'est cette prise de conscience qui, plus tard, nourrira l'éveil politique et identitaire des Algériens. Au final, l'école missionnaire n'était pas un simple lieu d'enseignement. C'est un lieu d'instrumentalisation, d'évangélisation et un pilier de la stratégie coloniale française pour transformer l'Algérie de l'intérieur, en ciblant son cœur le plus fragile, ses enfants. Mais, malgré tous ces moyens, malgré un siècle d'efforts, une chose leur a échappé, l'identité algérienne enracinée dans l'islam, qui semble résister. Lavigerie et les Pères Blancs ont développé une stratégie en plusieurs temps pour faire des Kabyles une cible prioritaire de l'évangélisation.
Ils profitent des crises, famines et épidémies pour créer des orphelinats et centraliser des enfants vulnérables à éduquer. Ces établissements deviennent des laboratoires d'acculturation chrétienne. Deuxièmement, ils racialisent le terrain missionnaire en présentant les Kabyles comme plus civilisables et plus proches culturellement des Européens que des Arabes. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle le mythe kabyle. Ils en font ainsi l'argument principal pour diriger ressources et efforts vers eux. Enfin, troisièmement, ils utilisent ces exemples de réussite, orphelins kabyles récupérés et réformés par exemple, dans la publicité et le fundraising en métropole pour convaincre donateurs et légitimer leur mission en Algérie. Les publications de Lavigerie et de son réseau montrent souvent les Arabes comme rétrogrades et les Kabyles comme dociles ou plus proches d'un modèle européen. Leurs discours sont alors créés dans ce sens afin de justifier des priorités missionnaires car, dans la réalité des faits, il n'y a aucune différence entre les deux communautés, arabes et kabyles. Les missionnaires cherchaient à identifier des types d'indigènes jugés plus aptes à la conversion, à travers la langue, la coutume supposée, ou bien prétendument d'origine chrétienne. Les Kabyles étaient systématiquement valorisés dans ce rôle, mais tout ceci n'était que de la manipulation dans le but de diviser Arabes et Kabyles. Le choix des Kabyles n'était pas seulement discursif, il s'est traduit par des politiques concrètes, recrutements locaux, établissements scolaires et séminaires visant en priorité les jeunes Kabyles, mais aussi tentatives de former un clergé indigène kabyle à l'intérieur de l'Église. La mise en avant des Kabyles a servi la levée de fonds et la visibilité, mais a aussi détourné l'attention des résistances, des coûts humains, comme la mort de beaucoup d'orphelins, des baptêmes d'urgence ou des familles expropriées. Et tout ceci a renforcé une logique coloniale. En stigmatisant les Arabes et en valorisant les Kabyles, la stratégie a contribué à des catégories raciales durables dans le discours colonial et dans la pratique missionnaire. Mais tout ceci a ses limites. Le mythe kabyle n'est pas une description neutre de la réalité kabyle. Il s'agit d'une construction utilitaire fondée sur des présupposés culturels et raciaux qui ont servi à des fins colonialistes. À la fin des années 1950, alors que la guerre de libération prend de l'ampleur, la France coloniale crée un nouvel instrument pour contrôler les Algériens, le 5e bureau. Nous sommes en 1957 et le général Raoul Salan, chef de la région militaire d'Algérie, met en place un service spécialisé dans la guerre psychologique. Son objectif ? Façonner l'opinion, manipuler les esprits et briser le soutien de la population au FLN. Le 5e bureau reçoit 3 missions très claires. Prendre en main la population, maintenir le moral de l'armée et influencer le moral des civils, dans le sens voulu par le pouvoir colonial. Autrement dit, c'était une machine de propagande conçue pour convaincre les Algériens que l'Algérie est française et qu'il fallait accepter la domination coloniale. Avec des moyens énormes, ce service s'infiltre partout. Écoles, villages, radios, affiches, presse, encadrement social. L'armée coloniale comprend que le combat n'est pas que militaire, il est aussi mental, il est aussi religieux. En 1958, ce bureau joue un rôle majeur dans le coup de force du 13 mai qui renverse la 4e République. Ce coup d'État ouvre la voie à une nouvelle stratégie militaire en Algérie, une présence plus lourde, plus intrusive, plus déterminée à étouffer la révolution commencée en 1954, mais surtout plus disposée à éteindre la lumière du tawhid et la lumière de l'islam. Car derrière les murs du 5e bureau, une autre histoire se prépare. Ces dirigeants refusent l'idée d'une Algérie indépendante. Non, ce sont eux qui, plus tard, créeront l'OAS, une organisation clandestine responsable d'assassinats, d'attentats et d'exactions contre les Algériens, et même contre des Français jugés trop favorables à la paix. En 1961, Raoul Salan, le père du 5e bureau, rejoint 3 autres généraux pour tenter un putsch à Alger, une ultime tentative désespérée pour empêcher l'indépendance. Échec total. Et cet échec accélère encore la naissance de l'OAS qui puise ses hommes, ses idées et ses méthodes directement dans ce bureau de guerre psychologique. Le 5e bureau a par exemple organisé des campagnes de dévoilement public afin d'inciter les femmes algériennes religieuses à retirer leur voile publiquement et à quitter leur religion musulmane. Pour les historiens, une chose est claire, le 5e bureau n'était pas un service administratif, c'était une arme mentale, une arme anti-religion musulmane, destinée à maintenir l'Algérie sous domination, mais surtout destinée à effacer l'islam. Conclusion,
L'éducation missionnaire répondait aux objectifs généraux de la politique française dans l'Algérie coloniale. Elle œuvrait à diffuser la langue française et à enseigner des principes aux enfants malgré sa portée limitée. La diffusion de la langue et de la culture du colonisateur au sein des communautés algériennes, et en particulier auprès des enfants, constituait le résultat inévitable recherché par les missionnaires français et d'autres acteurs désireux de combattre la religion islamique et la langue arabe en Algérie. Ils voulaient que la pensée algérienne soit française, que sa langue soit le français et que ses coutumes soient celles des chrétiens français. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une prochaine vidéo qui s'intéresse plus particulièrement à la suppression de la barbe des hommes musulmans, mais aussi à la manipulation des confréries musulmanes dans le but de manipuler l'islam dans le nord de l'Afrique. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la et laisse-moi un commentaire pour un meilleur référencement. Ma formation pour commencer à parler arabe en regardant une série sans savoir lire et écrire est disponible en description. Je t'offre gratuitement le cours numéro 1 pour que tu t'en fasses ta propre idée. Nous sommes maintenant très nombreux à avoir rejoint l'aventure. Si tu souhaites soutenir cette chaîne, tu peux le faire à travers le lien Tipeee en description. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. C'était Oussama pour Minute Islam. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam.